Alors, on retrouve Cassandra Césaire qui nous parle depuis le Mexique et qui va nous présenter son article. Bonjour Cassandra, Bonjour. comment est-ce que tu vas? Très bien, merci. Et toi, comment ça va? Ça va super, merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ton article en nous précisant en quoi la question démographique est un enjeu majeur aujourd'hui en Martinique? Bien sûr. Alors, en fait, cet article, il est le constat de la décroissance démographique martiniquaise qui s'observe depuis la fin des années 60 dans toutes les économies insulaires caribéennes. En fait, c'est suite au tweet d'un Martiniquais qui expliquait le douloureux sacrifice et la charge mentale que représentait sa scolarisation en France pour lui et sa famille, que j'ai eu envie d'élaborer un peu plus sur le sujet, notamment pour soulever les conséquences directes sur la population antillaise, qui sont assez tabous dans la sphère caribéenne, donc qu'elles soient psychiques, financières ou sociales. Cette décroissance, elle s'explique par une conjoncture de plusieurs phénomènes historiques et sociologiques, dont les importantes carences qui subsistent aux Antilles, comme l'éducation ou l'accès à un emploi qualifié, et d'une disparité de traitement entre les Français hexagonaux et ceux qui proviennent des Antilles. Ces thématiques, pour moi, elles sont transversales parce qu'elles s'inscrivent dans toute la continuité d'une politique coloniale et impérialiste qui va non seulement exploiter les ressources et la population antillaise, mais aussi exercer un contrôle politique et économique de manière plus ou moins officieuse à travers une institutionnalisation de ces flux migratoires par des organismes publics, comme l'était le BUMIDOM dans les années 60. Et ces questions-là, pour moi, elles sont des enjeux de premier plan pour la Martinique, parce que cette décroissance, elle est le résultat principal de la fuite du capital humain, aussi appelée fuite des cerveaux, qui concerne majoritairement les jeunes qui sont obligés de s'installer en France pour trouver de meilleures conditions de vie, d'études, de travail et de rémunération. C'est pas du tout un phénomène isolé parce que, comme je le dis dans l'article, une personne sur trois originaire de la Martinique vit en France continentale aujourd'hui. Ce phénomène, il menace le dynamisme du pays, le développement d'une quelconque indépendance économique locale, le dépeuplement du territoire évidemment, et aussi ce que Aimé Césaire appelle le génocide par substitution, qui est le remplacement de la population originelle de la Martinique par des expatriés hexagonaux. D'accord, alors là je vais te poser une question qui est un peu personnelle. Je voudrais savoir, est-ce que tu as écrit cet article justement par rapport à ton propre parcours ou bien est-ce que c'est juste une thématique qui t'intéresse particulièrement? Alors, c'est un article que j'ai écrit aussi, pas à mon parcours directement, mais plus à celui de mon père. Moi, je fais partie de la génération post-Vimidum. Mhm. Donc, du coup, ça a forcément eu des répercussions sur moi, sur ma famille. Et pour moi, c'est important, en tout cas, d'avoir une réflexion sur ce sujet. Alors juste, est-ce que tu peux rappeler rapidement pour nos auditeurs ce qu'est le BUMIDOM? Donc, le BUMIDOM, c'est un organisme, le BUMIDOM, c'est un organisme public qui a été établi en 1963 par Michel Debré, donc Mhm. qui est l'acronyme pour Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, Mhm. et qui a orchestré, mis en avant euh, la venue des Antillais dans les outre-mer en leur promettant monde des merveilles, soit des emplois, on va dire, reconnus au sein de la société française, Ouais, des formations aussi, alors que ça n'a pas du tout été le cas et au contraire, ils ont été cantonnés à des, des métiers euh, peu, des métiers vraiment peu, comment dire ça? peu valorisant ou peu qualifié. Peu, peu qualifiés, exactement. Enfin, dans tous les cas, des métiers qui ne prenaient pas du tout en compte leur envie personnelle. D'accord. Alors, avant qu'on en vienne justement aux questions des politiques migratoires, j'ai noté que tu utilisais le terme d'hexagone pour parler de la métropole française. Alors, est-ce que tu peux nous dire si c'est un choix délibéré ou si c'est anodin? Oui, oui, alors, donc évidemment, le terme métropole, il est présent dans la Constitution française. Donc, bien sûr, en théorie, il est valide et il s'utilise il s'utilise toujours dans le langage courant, Mhm. même si souvent aux Antilles. Et sa définition initiale, elle renvoie davantage, en fait, à une capitale qu'à un État souverain. Quand on D'accord. lit les définitions sur le dictionnaire Aubert
ou autre. Et en fait, de fait, son usage actuel, il ne correspond pas à une réalité territoriale ou géographique, mais à un symbolisme de la politique coloniale. Donc, en fait, il va juste différencier les territoires d'outre-mer uniquement depuis un point de vue eurocentré et il va minimiser l'individualité de chaque île qui va être reniée dans ce groupe unitaire enfin, il y a la métropole et il y a les autres îles, quoi, enfin, les autres départements. Et ça participe à la stratégie de domination impérialiste française parce que ça renvoie toujours au rapport asymétrique des départements français entre eux. D'accord. Alors, quel a été selon toi l'impact des différentes politiques migratoires que tu évoques sur le développement de la Martinique et plus largement aussi sur le développement des territoires d'outre-mer? Pour moi, c'est important de contextualiser tout d'abord ces politiques migratoires et elles interviennent dans un contexte de malaise, de crise sociale et d'instabilité politique qui remettent peu à peu en cause le modèle de société en cours et de l'institution française à l'égard des Antilles. Donc, il faut savoir qu'il y a eu en 1946 l'adoption de la loi dite d'assimilation, qui nourrissait beaucoup d'espoir, de rêves et promettait une meilleure organisation des relations entre l'ex-empire colonial et ses, entre guillemets, colonies qui deviennent donc officiellement des départements et obtiennent une promesse d'égalité institutionnelle, mais bien sûr, il n'en est rien et aucune des solutions espérées, elle n'apparaît sur le plan institutionnel. Les problèmes locaux, notamment de pauvreté, de misère sanitaire, d'infrastructure, ils continuent de proliférer dans ce qui se présente comme le prolongement du système colonial. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui et c'est soulevé avec la crise du Covid-19 quand on voit ce qui se passe aux Antilles. Ouais. D'ailleurs, la période qui suit l'adoption de cette loi, elle est riche en manifestations, en protestations, en grèves et en aspirations indépendantistes. Donc, on voit bien que l'impact et l'objectif premier pour l'État avec ces flux migratoires, c'est la division, d'éteindre la braise de la révolution et de faire taire une génération entière, de la répartir dans tout le pays, alors que celle-ci, elle tend à s'éveiller sur ces questions sociales. Donc, et aussi, ça va accentuer et condamner les Antilles à une dépendance économique envers la France totale. Et ça ne va pas du tout régler les problèmes de détérioration perpétuelle de conditions de vie qui participent aujourd'hui à la catastrophe écologique du chlordécone, d'ailleurs. Ouais, sur laquelle on reviendra un peu plus tard, justement. Alors, comme tu le disais, tu reviens dans ton article sur plusieurs épisodes de l'histoire de ces territoires et tu évoques notamment les différentes mobilisations comme la grève en 1967 en Guadeloupe ou encore les manifestations en Martinique en 1959. Et comme tu l'as un peu introduit tout à l'heure, l'une des thèses de ton article, c'est justement de dire que le déclin démographique qu'on observe aujourd'hui en Martinique est lié à ce que tu nommes une politique néocoloniale française et à son impérialisme. Et donc avec l'idée en somme que les territoires d'outre-mer sont dans les faits encore des territoires colonisés. Donc, je voulais te demander justement où en sont les mobilisations aujourd'hui et surtout les velléités indépendantistes. Sont-elles encore présentes? Si oui, de quelle manière et par qui sont-elles portées? Alors oui, je suis totalement d'accord avec toi et je voudrais juste souligner que les revendications sociales, elles sont bien antérieures à ces manifestations parce que même si on a l'impression que, surtout pour les médias nationaux ou l'Hexagone, on a une découverte de ces problématiques, ça fait des années que les Antillais dénoncent l'oppression coloniale. J'aurais pu citer d'autres exemples de grèves ou de massacres qui témoignent d'une répression coloniale exercée aux Antilles. Il y a même eu une intense grève en 2019 qui a paralysé la Martinique pendant 38 jours, donc c'est pas anodin. Donc, et la Guadeloupe pendant 40 jours, je crois. Donc voilà, donc c'est pas du tout anodin. Et à chaque fois, les revendications, elles ciblent les mêmes systèmes et les mêmes pouvoirs de domination. Les béquets, donc qui sont les descendants des colons, et l'État. Donc, on voit bien qu'il y a une continuité. Et aujourd'hui, elle est portée par la jeunesse qui, d'ailleurs, souvent sont des jeunes qui reviennent d'un séjour en France et qui ont compris les mensonges de la République qui est présentée comme nous raciste, égalitaire, etc. Et elle s'intensifie avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des images violentes de Kezia, un jeune Martiniquais qui a été agressé, qui a subi une tentative de meurtre en fait par la police française. Et le partage de cette vidéo au sein des réseaux sociaux antillais, elle a permis la politisation de nombreux jeunes parce qu'ils se sont sentis
concernés et écœurés par la domination coloniale. Donc aujourd'hui, on voit qu'en fait, avec tous ces massacres, tous ces événements traumatisants, il y a un devoir de transmission qui existe. Il est très implanté aussi dans les milieux familiaux. Et il s'installe donc vraiment enfin, pour lutter contre la violence d'État, parce qu'on se rend bien compte qu'on est tous concernés par rapport à ça. Pour répondre à ta question plus précisément, il y a de nouvelles formes de manifestations et de contestations. Il y a eu les blocus, il y a eu les fameuses déboulonnages de statues condamnées par Emmanuel Macron, il y a eu il y a l'appel au boycott, parce qu'il faut savoir que les descendants des colons, ils possèdent les grosses entreprises agroalimentaires. Donc, il y a un appel aussi à l'autosuffisance. Voilà, il y a vraiment une idée de construire ensemble une société décolonisée. Alors là, justement, je vais aller un petit peu plus loin par rapport au sujet de ton article, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faudrait carrément demander l'indépendance totale des territoires d'outre-mer? Ou est-ce qu'il faudrait mettre en place une nouvelle forme d'alliance politique avec la France? Je ne sais pas. Alors, oui, alors je pense que, comme je te l'ai dit, moi je suis pas, moi je suis une génération, on va dire post-Bimidum, donc ça veut dire que j'ai grandi en France. Et depuis ce postulat-là, moi je pense que moi personnellement, j'ai besoin d'écouter davantage les personnes qui vivent aux Antilles. Que d'avoir mon propre avis là-dessus, même si évidemment je l'ai et que moi j'aurais envie de te dire vive l'indépendance. Mais je pense que c'est directement aux personnes Je pense qu'il y a besoin d'un nouveau. Par contre, je pense effectivement qu'il y a besoin de réformer. Je pense qu'il y a besoin d'un référendum local. Et je pense qu'on doit construire. Enfin, le rapport asymétrique entre la France et les Antilles, il a toujours existé. Il a été construit comme ça. Donc, c'est pas simplement en votant de nouvelles lois ou en votant de nouveaux personnages politiques que ça va changer quelque chose. Il faut aller plus loin, il faut réformer. Ça, je pense que c'est évident. Est-ce qu'il faut l'indépendance ou non? Avec le chlordécone, c'est évidemment compliqué parce que ça pose des limites aussi, mais en même temps, le chlordécone est une des conséquences de l'impérialisme français. Donc, enfin, on ne peut pas non plus se nourrir dans la main qui nous a empoisonnés. Donc, voilà, je pense que c'est des questions quand même qui sont hyper actuelles, hyper intéressantes, hyper importantes. Mais je pense que c'est vraiment les Martiniquais consulter les populations directement. Voilà, exactement, exactement. Alors, tu évoques aussi dans ton article la question du racialisme. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence que tu fais entre le terme racialisme et le terme racisme? Et ensuite, j'enchaîne sur la deuxième question, mais parce qu'elle est liée à celle-ci. Quel a été le poids de ces idéologies dans les politiques qui ont été mises en place par la France en ce qui concerne les territoires d'outre-mer? Donc, le racisme, ça correspond à une idéologie, une ségrégation institutionnalisée qui va établir une hiérarchisation des dites races. Alors que le racialisme, ça correspond à un procédé interne à cette organisation sociale et il va catégoriser à travers des stéréotypes une population, ou du moins un groupe, auquel on assigne une identité raciale, donc qui va être assimilée à des caractéristiques prédéterminées et majoritairement héritées de l'histoire coloniale, comme les stéréotypes coloniaux. Donc, dans cette politique de migration antillaise, on le ressent très bien. Il y a un racialisme de l'emploi et de l'éducation qui sont des moyens d'exploitation, d'infériorisation, parce qu'on vient profiter de la misère économique et sociale antillaise au profit des citoyens français, d'Hexagone et de la société, entre guillemets, française. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le Bimidum, parce que dans le Bimidum, on a pourvu des emplois liés au bâtiment, au service à la personne, même à la fonction publique, mais dans ces travaux, on confiait les tâches les plus pénibles aux travailleurs noirs. Donc, ça renchérit le sentiment d'inégalité, parce que dans certaines de ces pratiques ne seraient pas du tout permises ou envisageables dans d'autres domaines. Donc, ça veut dire qu'on va mal les considérer, mal les rémunérer, voire pas du tout. Et pour moi, tout ça, c'est relié à un imaginaire colonial, à l'esclavage, où on peut assimiler les corps noirs à du travail subalterne. Exactement, à l'exploitation, exactement. D'accord. Alors maintenant, on va revenir sur la chlordécone qu'on a évoquée un peu plus tôt. Je vais réexpliquer en quelques mots ce que c'est pour
nos auditeurs qui ne savent pas. Donc, la chlordécone, en fait, c'est un pesticide qui a été utilisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe pour lutter contre un insecte qu'on appelle le charançon de la banane et qui détruisait les cultures. Et il se trouve en fait que la toxicité de ce produit a été officiellement reconnue dès 1979 par l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a classé parmi les produits potentiellement cancérogènes. Or, il se trouve que la France a fait interdire son utilisation à partir de 1990 seulement, sauf aux Antilles, où il a été autorisé jusqu'en 1993 par 2 dérogations ministérielles. Et donc, pourquoi on parle de la chlordécone aujourd'hui? Parce qu'il s'agit en fait d'un véritable scandale sanitaire et environnemental, parce que, par exemple, selon Santé publique France aujourd'hui, plus de 90% de la population adulte de Guadeloupe et de Martinique a été contaminée par la chlordécone, avec des conséquences particulièrement graves sur la santé, conséquences qui ont été mises en lumière par différentes études, avec par exemple un taux de cancer de la prostate au sein de la population martiniquaise qui est parmi les plus élevés au monde. Sur le plan environnemental, la chlordécone a également contaminé les eaux et les rivières, ainsi que les faunes de ces territoires, sachant en plus que la chlordécone peut laisser des traces dans l'environnement pendant près de 700 ans. Donc il s'agit là d'une crise majeure sans précédent et qui malheureusement n'a pas été suffisamment connue du grand public en métropole jusqu'à récemment. Effectivement, en 2006, il y a une plainte qui a été déposée par 7 associations guadeloupéennes et martiniquaises pour mise en danger d'autrui. Et il y a quelques jours, plus précisément le 27 février dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté en Martinique, mais aussi à Paris, contre la possible prescription de cette plainte. Donc après ce rappel des faits, ma question, Cassandra, est la suivante. Penses-tu que le scandale qui est lié à la chlordécone est une preuve supplémentaire du fait que les habitants des territoires d'outre-mer sont considérés comme des citoyens de seconde zone? Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'une de tes thèses, c'est de dire que les territoires d'outre-mer sont en fait des colonies qui ne disent pas leur nom. Donc, penses-tu justement que c'est une preuve supplémentaire qui va en ce sens? Pour moi, oui, c'est évident. Et d'ailleurs, pour moi, c'est même pas une crise sanitaire. Enfin, c'est même pas, si tu veux, une crise sanitaire. Le chlordécone, c'est un écocide. C'est vraiment un acte criminel. Le terme est fort. Ah, mais pour moi, c'est un écocide, c'est un crime contre l'humanité, le chlordécone. Donc, pour moi, on doit considérer c'est un génocide, d'ailleurs, pour moi. Il y a vraiment eu une volonté de nuire, même pas de nuire, pardon, de détruire la totalité de l'écosystème martiniquais guadeloupéen. Les espèces protégées, tout, pour moi, c'est pas du tout une crise sanitaire, même si le terme est fort. Voilà, pour moi, c'est un écocide. C'est vraiment un acte criminel. Et pour moi, je suis d'accord avec toi. Il s'agit d'une énième. Enfin, je suis d'accord avec toi. Je réponds oui à ta question. Il s'agit d'une énième tentative de passer sous silence les problématiques sociales antillaises, de les discréditer. Il y a eu Emmanuel Macron qui a menti, qui a osé publiquement alors qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que le chlordécone est cancérigène, il se permet de dire que ça ne l'est pas, etc. Donc voilà, on est vraiment sur l'idée de réduire, minimiser la gravité de la situation. Exactement. Et inconsciemment, pour moi, en fait, c'est lié à ce qu'on disait aussi sur le racialisme de l'emploi. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de banalisation de la souffrance aux Antilles. Parce que, d'ailleurs, dans le traitement des médias, tu le dis très bien, on parle très peu des cas, on parle très peu des cas individuels, on parle très peu des histoires de personnes, on parle de chiffres comme ça, mais il faut bien comprendre que ça met en avant des problèmes spécifiques. Par exemple, pour ceux qui possèdent des organes de reproduction féminins, il y a des hauts taux de troubles de la fertilité, des hauts taux d'endométriose, enfin, c'est très concret, quoi. Et donc, il y a un certain accommodement au destin tragique des afro-descendants, pour moi, qui sont liés à l'exploitation, à l'imaginaire colonial, etc. Et cette construction sociale, elle est pour moi liée au fait que on va... Enfin, en fait, pour moi, c'est lié au fait que il y a une espèce de... Enfin, le corps noir, il est davantage exposé au danger dans notre culture médiatique, dans notre sphère médiatique. Donc, en fait, il y a des photographies, il y a des vidéos de personnes noires qui
qui se font… Tu fais référence au fait, qu'on a l'habitude dans les médias, de manière générale, de voir le corps noir dans des états de souffrance, par exemple. En danger, exactement, en danger En danger. exactement, voilà, exactement, c'est ça. Et du coup, pour moi, ça vient nourrir cette idée que le corps noir, il soit davantage exposé en fait au danger, à la souffrance, alors que non, pas du tout, c'est une conséquence de la colonisation qui est encore en cours aujourd'hui. Et parce qu'on a du mal, moi personnellement, j'ai du mal à concevoir qu'un département d'Hexagone où on pourrait trouver les mêmes cas, ça veut dire plus de 94%, plus de 96% de la population contaminée, sans que ça alarme, sans que ça fasse les grands titres, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a clairement un double standard pour moi. Effectivement, 2 poids, 2 mesures. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, là, justement, cette crise, cet écocide, comme tu dis, de la chlordécone, forcément, a un impact aussi sur la démographie. Je dis ça par rapport au sujet de ton article. Bien sûr. Et donc, oui, et les travailleurs agricoles, par exemple, ils ne peuvent plus produire, ils sont obligés de vendre leurs terres et ils les vendent à qui? Aux hexagonaux. Donc, il y a aussi, il faut aussi creuser pour savoir ce qui se passe actuellement, en fait, parce que c'est toujours fondé sur l'exploitation du même peuple, par le même peuple. Merci beaucoup, Cassandra, pour toutes ces explications. J'espère que tout ça aura donné envie à nos auditeurs de lire ton article qui est super intéressant. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin. J'ai envie de dire que ces thématiques, elles sont actuelles. Comme tu l'as répété, il y a une manifestation il y a quelques jours seulement. Donc voilà, on est vraiment à un moment où c'est important qu'on soit tous conscients que, antillais ou non, que ces conséquences dramatiques, que la conséquence de l'esclavage, si tu veux, elle fonde la société française. Donc, elle concerne absolument tout le monde. Et il est important de se réapproprier ces événements historiques, ces politiques coloniales, cette construction sociologique, même pour combattre ensemble le racisme, les discriminations systémiques et ses dérivés pour tous les citoyens. Et la domination coloniale, d'ailleurs, c'est une thématique qu'on va pouvoir élaborer ensemble encore avec Amécas avec une conférence qui aura lieu normalement le mois prochain. Voilà. Super, on sera au rendez-vous alors. Merci Cassandra. Merci beaucoup.